Chers amis, bonjour et bienvenue en Ukraine, juste à côté de Bakhmout, on est à Sloviansk. On est avec un combattant français qui s'appelle Flash. Flash, bonjour. Salut. Ça fait plus d'un an maintenant qu'on se parle, enfin on se rencontre. Toi, tu es là du coup depuis plus d'un an, c'est ça? Ouais, ça va faire 15-16 mois. Comment est-ce que tu as choisi de venir ici? Comme je t'ai dit tout à l'heure, ça s'est fait une petite 3 semaines, un mois d'hésitation et après en avant. Toi, tu avais déjà une expérience de militaire? Ouais, j'avais fait quelques années. T'as pas le droit de dire, tu peux pas dire où? Dans les troupes de marine, voilà. Dans les troupes de marine. Ouais. L'entraînement que tu as reçu à l'époque, quand tu arrives ici, quand tu vois comment ça se bat, est-ce que toi tu considères que tu avais un niveau qui était correct? Ouais. Un niveau correct. Après, comme dans tout, si tu t'entraînes pas plus, si tu perfectionnes pas, tu finis par régresser. Après, par rapport quand on voit certains entraînements d'autres pays, on a quand même un bon entraînement. Voilà, au niveau de l'armée française, on a un très très bon entraînement, que ce soit la régulière ou la Légion étrangère. On a un très très bon entraînement. Après, ça fait quand même une sacrée différence. J'ai combattu avec d'autres unités ici. Quand tu te retrouves avec d'autres Français, tu appliques les mêmes. T'as les mêmes réflexes, tu vois, t'as les mêmes. Tu t'envoies un ordre, ça percute direct, ça fuse. Tu te dis putain, c'est quand même pas mal, quoi. C'est quand même pas mal. Toi, tu es dans quel type d'unité ici? Là, moi, je suis au sein de la Légion internationale. Ils ont qualifié ça les forces spéciales. Après, on fait beaucoup de. Ce qui est reconnaissance, c'est les troupes d'assaut. Voilà, on reste pas dans les tranchées à tenir des positions. Nous, on arrive, on nettoie une position ennemie. La position, elle est récupérée par l'infanterie ukrainienne et puis on décroche. Donc c'est-à-dire que tu es au contact en permanence, tu as une spécialité d'aller prendre des positions. Ouais, c'est clairement de l'assaut. Mais ça veut dire que tu as des Russes en face de toi à chaque mission quasiment? Ouais, soit ils sont là, soit ils ont foutu le camp. Mais ouais, c'est tout le temps. Nous, on joue un peu on chasse clairement le russe. On arrive sur une position. On nous dit finalement, les mecs ils sont là, on arrive, on a du bol. Ils ont foutu le camp, ils se sont repliés, du coup. On va dire ça se passe bien sans trop de. Juste de l'adrénaline et pas trop de stress. Et puis quand les mecs qui sont là, le stress il est au maximum, l'adrénaline elle est au maximum. Et puis... Avant de continuer, je vous informe que cette vidéo est sponsorisée et que la totalité de l'argent du sponsor va être utilisée pour équiper l'équipe de Flash pour l'hiver. Et notre partenaire aujourd'hui, c'est une fois de plus NordVPN. Parce que NordVPN, c'est la sécurité de votre ordinateur. Quand on est en voyage comme aujourd'hui à Kiev, figurez-vous qu'il y a beaucoup de risques puisqu'on utilise parfois des Wi-Fi qui vont être ouverts, c'est-à-dire que n'importe qui peut s'insérer dans ce réseau ouvert pour capter les informations et donc tout le débit va être chiffré. Le deuxième élément, c'est qu'on peut apparaître dans une autre région, que ce soit avec votre téléphone portable ou avec votre ordinateur. Moi, j'ai par exemple décidé de faire semblant que je continuais à être en France. C'est de la sécurité supplémentaire. Et en plus, ça permet parfois de faire des économies sur certains services si vous voulez par exemple vous faire apparaître en Indonésie, en Bulgarie, parce que par exemple les billets d'avion peuvent être moins chers si vous habitez dans ces zones-là. Donc n'hésitez pas, cliquez sur le lien qui est en description de cette vidéo, nordvpn.com/titelman et profitez d'une énorme réduction sur l'abonnement. Et comme ça, vous aurez toujours une connexion ultra sécurisée où que vous soyez. Allez, on retourne à notre sujet. Et les moments où tu avais l'adrénaline positive, dans le sens où ça se passe bien, toi tu étais peut-être sur les contre-offensives dans le Nord? Ouais, après l'adrénaline, je pense qu'elle est toujours positive. On se sent. Ça fait bizarre de dire ça, mais on se sent vivre, quoi. Clairement, quand l'adrénaline elle est au max, on se dit, on sent les palpitations au maximum, on a tous les sens aiguisés en alerte. Et puis après il y a une part de stress. Après moi j'ai de la chance parce que le stress il arrive. Je l'ai quand on prépare la mission, parce que j'ai énormément d'appréhension. Je me dis putain, faut pas rater un détail, il faut vraiment être pointilleux dans le truc. Mais après, une fois que ça commence à tirer, il n'y a plus de stress. C'est comme si le cerveau en fait il est parti et c'est les actes réflexes qui font le taf. Et parce que la qualité des briefings, c'est quoi? C'est du renseignement que vous arrivez à collecter en avance? Parce que vous avez des drones, des choses comme ça? C'est du renseignement qu'on collecte, que ce soit nous ou que ce soit nos homologues ukrainiens. Voilà, et puis après on essaie toujours d'évaluer le facteur risque et puis surtout la qualité du renseignement, c'est surtout ça, c'est un gros facteur. Est-ce que le renseignement il est fiable? Est-ce que le renseignement il est pas
il est pas top. Et puis on se dit putain. Et la valeur Là, des on gens va qui pas. sont en face, elle dépend aussi de ça. Je sais pas si c'est des Kadyrov, tu sais, si c'est de l'armée Non, j'en ai régulière, si pas c'est croisé. Wagner. Des Tchétchènes, j'en ai T'as pas pas vu de croisé. Tchétchène? Non, je pense qu'ils s'amusent à foutre la misère aux civils dans des zones occupées russes. Malheureusement, Et ouais. et puis voilà quoi. Voilà. Il doit leur manquer une sacrée paire de burnes pour aller sur le front. Ils sont pas là. Tout, quoi. Non, non, non. Et dans les zones, quand tu arrives, quand tu libères, est-ce que tu vois des civils qui sont reconnaissants, des civils Ouais. qui s'inquiètent? Ça se passe comment? Ah, on va dire qu'on arrive au tout début sur des zones qu'on vient de libérer. Voilà, les mecs sont partis, ça fait peut-être moins d'une semaine qu'on est là. Il y a une partie de la population, elle est en effervescence. Et l'autre partie, elle est toujours méfiante de se dire bon, est-ce qu'on va commencer à faire les mêmes saloperies que les Russes? Est-ce qu'on va commencer à faire des pillages, à commencer à vouloir s'intéresser au personnel féminin, tout ça et du coup, ils ont une bonne appréhension. Après, bon, ils voient bien, au bout d'un moment, quand nous, on reste sur des zones, au début, c'est des relations qui sont froides. Et puis après, voilà, on leur apporte de la nourriture. Bon, ça paraît minable, entre guillemets, comme soutien, hein, de juste donner de la nourriture. Mais bon, nous, on n'a que ça à leur donner. On va pas commencer à leur donner des flingues. Et bah non, mais c'est vrai. Hein. Et puis après, on commence à les aider. Et au final, quand on reste, je sais pas, plusieurs jours, quelques semaines sur le même secteur où on dort, hein, pas là où on opère, au final, on s'entend super bien avec le voisinage. Et puis les mecs voient vraiment qu'on est là. Si on peut filer un coup de main à déplacer des trucs qui sont assez lourds, au niveau des babouchkas, tout ça, bon, bah, on file un coup de main et puis ils voient bien que bon, on n'est pas des salopards. Quoi. Donc, Ouais, parce que tu racontais, par contre, il y avait des enfants. Ouais, il y a des trucs, il y a des trucs, on voit bien qu'il y a des saloperies qui se sont passées. Et puis bah, quand toi tu arrives en tant que, je sais pas comment dire, libérateur, tu vois, tu arrives en premier sur les zones, bon, tu te doutes bien qu'il n'y a qu'un seul camp qui était là avant. Donc après, tu sais très bien que c'est pas ton camp qui a fait ces saloperies. Quoi. Les petites filles de 7 ans qui avaient peur de s'approcher des soldats. Ouais, ça c'était un truc on avait beau essayer de lui donner des bonbons, du chocolat. Après bon, on était sur la même zone à Noël, du coup on lui a ramené une peluche, des cahiers pour faire des dessins, parce que bon, ils n'ont pas beaucoup d'électricité, donc on va pas commencer à offrir une console vidéo, et puis même c'est assez cher. Mais ouais, tout ce qui est dessin, des peluches, des petits jouets, ouais, ça paraît de la merde hein, comme ça, mais pour eux c'est énorme, parce qu'ils n'ont pas... Nous, on a quand même la plupart des Ukrainiens qui combattent sur la front line, on a un salaire qui est quand même assez élevé par rapport au reste du pays. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bah on touche, tu vois, il me semble de mémoire hein, que le salaire moyen il est autour des 350-400 € par mois. Et nous, on se retrouve à toucher entre 1800 et 2500 € par mois. Selon, quand vous êtes, parce qu'il y a des primes quand vous êtes aux ouais, premières ouais, lignes. Par rapport aux primes. Et c'est, bah voilà, toi tu te dis putain, en 2 mois, je fais 1 an de salaire du pauvre mec. Quoi. Donc forcément, si tu peux donner un petit quelque chose pour aider, déjà t'achètes entre guillemets un peu ta sécurité parce que tu montres aux gens que tu viens pas t'imposer, tu vois, tu viens pas faire une conquête d'un territoire, tu viens pas imposer ta loi, tu viens seulement essayer de les libérer de quelque chose et essayer de leur apporter une ambiance de vie assez calme, voilà, avec un certain équilibre de vie. Si en plus tu peux leur donner un petit soutien, que ce soit en alimentation ou pour améliorer le quotidien, bon, tu te dis que tu te les mets entre guillemets un peu dans la poche et ils voient bien que t'es pas un salopard fini. Quoi. Donc, ça les change de l'occupation russe. Ouais, voilà. Ouais. Et puis après, bon, c'est vite fait, surtout quand t'es étranger. Moi, pour les Russes, t'as une prime sur la gueule, hein, clairement. Donc tu vaux du pognon. Il faut bien gagner le cœur du civil parce que sauf si tu as envie de jouer le conquérant et puis de prendre un missile sur la gueule au bout d'une semaine, bon bah voilà, tu peux essayer mais tu vas le faire qu'une fois. Quoi. Bien sûr. Et l'argent aussi te permet d'acheter, tu t'équipes toi-même? Alors, ouais, on a une partie du matos qui est fournie, surtout au début. Au début c'était bien la merde, voilà, au niveau du matos, tout ça. Après avec l'équipement qui a été envoyé venant de l'Ouest, on monte en gamme. Voilà, on monte en gamme. Tu parles de blindés ou vraiment de fusils d'assaut? De blindés, fusils d'assaut, d'équipement vraiment au titre même de l'infanterie de base, hein, vraiment en termes de soldats. Même au niveau des Ukrainiens, ils ont des meilleurs porte-plaques, ils ont des vraies plaques. Au début, c'était des plaques métal à la con qui pesaient, je sais pas, 8-10 kilos par plaque. Le mec, il en pouvait plus, quoi. En termes de secours médical, en termes d'IFAC, en termes de MEDEVAC aussi, de soutien médicalisé, ça commence à monter bien en gamme. Avant, on se retrouvait avec des MEDEVAC, le mec pouvait attendre 10-11 heures blessé avant d'être évacué. Là, on est quand même descendu. Bon, après, ça dépend toujours de là où tu es, oui. de comment dans ça se Bakhmout, déploie. la nuit. Ouais. Voilà, mais là, on tourne surtout entre
je sais pas, je te dirais entre 1h30 à 6 heures de temps. Donc ça paraît toujours énorme parce Ouais, qu'en bien France sûr. on nous apprend bon la golden hour, voilà, t'es vite, l'hélico arrive, c'est beau, tu claques un fume et puis t'évacues le mec. Bon là c'est pas possible, l'hélico il arrive, il se fait dessouder quoi. Voilà, fini. Donc, mais ça va, ça s'améliore bien dans le bon sens, du coup c'est pas mal. Et puis, Toi, du coup, dans les combats, quand tu es en première ligne, c'est une intensité. On a vu des vidéos, je vais mettre quelques petits extraits, mais en faisant attention à ce qu'on montre, on voit une intensité aussi incroyable. C'est Ouais, toujours ouais. aussi dur que ces images. Ça dépend de la résistance que mettent les Russes. Voilà. Quand les mecs sont déterminés à se battre jusqu'au bout, bon, bah, peu importe la nationalité des mecs en face, hein, un mec qui n'a pas le choix de combattre jusqu'au bout, ou de se battre jusqu'à la dernière bastos ou de crever comme un idiot, bon, bah, s'il a un minimum de. Comment dire, il réfléchit un minimum, bon, bah, il va se battre jusqu'au bout parce que de toute façon il n'a pas le choix. Donc, Il y en a pas qui se rendent. Toi, t'as pas vu. Moi, j'en ai pas eu. Voilà. Après, bah, moi, comme je te disais, hein, les mecs, quand nous on arrive sur des positions, soit les mecs qui se sont barrés, soit ils se barrent pendant le combat et on n'a pas l'opportunité de les faire prisonniers, soit c'est des mecs qui combattent jusqu'au bout et du coup, bon bah, c'est lui ou nous. Hein, donc clairement, moi, j'ai pas d'état d'âme. Je préfère flinguer 1, 2, 3, 4 mecs de plus et puis pas mettre un de mes frangins dans un sac plastique, quoi. Bien sûr. Toi, dans les images qu'on va montrer, ça, c'est des images qui sont accrochées à toi. C'est une GoPro que tu as sur toi. Là, c'est un accrochage qui se passe quand même mal parce que. C'était quoi le scénario? Le scénario, c'était de pousser en avant, installer l'infanterie ukrainienne et nous de partir. Voilà, c'était une mission qui devait durer quelques heures, grand maximum. Voilà, c'était pas grand chose à faire, hein, c'était un bond de 300 mètres à faire. Bon, manque de bol, les Russes à ce moment-là, ils ont préparé un assaut. Ils prévoyaient la même chose que nous. Bon, ils ont mis plus de moyens parce qu'eux, ils étaient partis pour faire du rouleau compresseur. Donc ils avaient mis plus de mecs parce qu'ils s'attendaient à perdre 30, 40, 50% de l'effectif avant de faire Ce qui est un ratio normal quand les Russes attaquent. Je sais pas. Après, est-ce que perdre 50% nous dans l'armée française, on dit voilà, les pertes autorisées, c'est maximum 10% de l'effectif. Alors bon là, on est clairement sur des mecs qui. Ouais, c'est des hommes jetables, quoi. Ouais, voilà. T'avais même discuté avec des Français hein, au début de Bakhmout. Les mecs, bon, ils te disaient voilà, moi j'ai descendu avec mon groupe quasiment 50, 60, 80 Russes dans la journée parce qu'ils ont lancé 15 assauts. Et voilà, c'est des assauts, ils lancent des assauts avec, je sais pas, 10, 15 mecs pour tester la position. Ils se disent bon, les mecs ont utilisé des munitions, on a perdu des mecs, allez c'est parti, on renvoie une deuxième vague, on renvoie une troisième vague, une quatrième vague. Et après ils envoient un assaut avec une quarantaine, cinquantaine de mecs pour être sûr de prendre la position. Et là vous vous êtes retrouvés, pas de bol face à eux. Ah ouais, là on s'est retrouvés. Oh, on a pris une sauce, hein. On a pris une sacrée sauce parce qu'ils ont déployé des mecs. Ils ont déployé pas mal de mecs. Après bon, il y en a quand même pas mal qui sont restés sur le carreau. Voilà, T'as eu des blessés? Toi t'as été blessé? Ouais, moi j'ai été blessé, on a eu des pertes, on a eu Kevin hein, qui est décédé lors de cette opération. Voilà. C'était un de tes camarades de Ouais, combat? il avait rejoint, en fait j'avais eu contact avec lui et il me demandait à changer, il était dans un autre bataillon. Il voulait une unité qui se tabasse bien, qui fasse ce pourquoi il recherchait. Lui il était venu en Ukraine. Du coup c'est moi qui l'avais conseillé, c'est moi qui j'avais fait ses tests. La sélection pour qu'il intègre notre équipe. Voilà. Il avait réussi ça et puis il était avec nous depuis 4-5 mois. Voilà. Et ouais, malheureusement, voilà, c'est des choses qui arrivent. Ouais, ça arrive parce que c'est la guerre. Voilà. C'est moins Après, possible. En situation normale, on a envie de se dire bon, on part avec tout le monde, on revient avec tout le monde. Voilà. Là dans cette scène de combat, il est touché, un de tes autres camarades est touché, toi tu finis par être blessé. Ouais, On voit que malgré le fait que tu prennes une balle, tu continues à te battre. C'est quoi? Ouais, C'est l'adrénaline qui fait que tu as encore d'énergie et de la force? Ouais, l'adrénaline, et après il y a une part de. Tu sais, je pense, inconsciemment, il y a une part de responsabilité parce que moi j'étais adjoint de groupe et en fait je vois bien que la situation là, elle est pas folle, tu vois. Oui. Après, je sais pas si tu arriveras à voir parce que la caméra elle tourne vers le sol, mais je repars en arrière au niveau du Medevac pour aider à évacuer les premiers blessés. Je récupère un autre flingue, je repars encore en avant alors que je suis déjà touché, je me sers plus que d'un seul bras. Et ouais, j'essaie de donner tout ce qu'il faut parce que voilà, là on a déjà des mecs à terre. Maintenant, il faut essayer de minimiser la casse.
Et toi, en étant blessé, tu perds en efficacité? Tu arrives quand même à en toucher ou c'est juste pour Ouais, moi, arroser pour pouvoir fuir? Au début, j'arrose pour essayer d'évacuer mon chef de section qui est touché aussi. Voilà. Après, je me rends bien compte qu'avec mon collègue près de son corps, à deux, avec un blessé, c'est mort, on n'y arrivera pas, quoi. Donc du coup, je pars en arrière. Là, quand je pars en arrière, je m'aperçois qu'on a 2 autres mecs qui sont aussi blessés, qui sont en train d'évacuer, que moi, j'ai pas vu. Là, je récupère l'arme d'un de mes collègues qui est blessé et je repars en avant. Et en fait, je repars en avant comme un guignol parce que je pars avec un chargeur comme ça à l'arrache. Ouais. Bon, là, j'ai réussi à descendre. Là, c'était avec un PKM? Non, avec un HK. C'était encore avec HK? Ouais, la PKM, c'est avant d'être blessé. Et je repars avec le HK. Bon, t'entends très bien que je tire. Et puis, le premier, je l'ai dessoudé net. Lui, je l'ai vu tomber, quoi. Et puis, Donc là, t'as touché un russe? Ouais, lui, clairement, il est tombé. Il était à 30-35 mètres. Parce qu'en fait, quand j'arrive au BTR, ça commence à taper sur le BTR. On commence à prendre des impacts dessus. Et en fait, quand je me retourne, je vois 3 mecs qui sont dans le découvert en train d'arriver en suivant la ligne de forêt. Et clairement, ils arrivent en nous tirant dessus. Du coup, je récupère le flingue, j'en couche un. Le deuxième, de toute façon, tu verras, le deuxième, t'entends clairement que je continue à tirer. Alors que le mec est au sol et je me dis, putain, c'est pas possible, quoi. Genre, premier, j'ai tombé net, donc le zéro du scope, tu vois, il est fait, il n'y a pas de souci là-dessus. Et le deuxième, ouais, j'ai dû lui mettre, je sais pas, une quinzaine, une vingtaine de cartouches. Et je vois que le troisième est en train de... est proche, toujours en train d'avancer. Du coup, je retourne sur un de mes collègues et je lui dis, bon, vas-y, j'en ai fumé un, là, donne-moi le bull spike et puis C'est quoi? je vais envoyer. En fait, c'est des petits RPG, ce qu'ils appellent aussi RPG 22, là. C'est des petits lance-roquettes uniques style AT4, tu vois, mais en version... En version thermobarique? Ouais, et puis le calibre, c'est plus petit, hein. C'est bien plus léger qu'un AT4, hein. Mais ouais, j'utilise ça, je tire une première fois et je me dis putain, ça se trouve, je suis pas sûr du résultat. Je reviens, je redemande à mon collègue encore un autre, j'en tire un autre et puis là, en fait, quand je tire le deuxième, je vois clairement une partie du corps du mec qui décolle, quoi. Et du coup, Ouais. là, c'est bon, quoi. Là, c'était bon. C'est fini. Donc ça vous a permis de vous extraire. C'est pour toi l'intensité, enfin en tout cas la mission là, qui s'est le plus mal passée évidemment depuis le début. Ouais, c'est clairement une Ça t'a opération. pas dégoûté? Non, parce que de toute façon, tu sais, malheureusement, il y aura toujours une opération qui sera plus merdique que les autres. Voilà, du coup, avant celle-là, j'en avais une autre qui était merdique. Finalement, j'arrive dans celle-là, je me dis putain, en fait, c'est celle-là qui est merdique, quoi. Ouais. Tu vois, donc bon. Après, j'ose espérer que ce sera celle-là qui restera la plus merdique. On te le souhaite tous. Le ratio, là, t'as perdu 2 copains. Non, j'ai perdu. T'as fait beaucoup plus de mal en face. C'est aussi ça qui est important quand on regarde d'un point de vue militaire et qu'on s'éloigne du au front. total, résultat des courses, on a quand même deux décès qui ont eu lieu à l'hôpital. Chez vous? Voilà. Ouais. Kevin qui nous a quittés au moment de l'évacuation médicale. On en a 2 de plus qui sont partis, qu'on a réussi à évacuer mais qui sont décédés à l'hôpital parce que voilà, les blessures étaient trop importantes. Au total, sur mon groupe, on a perdu 4 mecs en 3 jours et demi compressés au moment où on en a perdu un jusqu'au moment où on a perdu le dernier. Et on a eu quelques blessés. Et en face, c'est plus que ça, quelques dizaines? Ouais, en face sur 2 OP. Déjà la première, on en a 8 de sûrs qui sont restés au tas, voilà, qu'on a effacé. Après, la deuxième OP, on compte à peu près une vingtaine de mecs qui seraient Blessés ou hors de combat ou morts. Donc après ces missions, où finalement, même s'il y a des pertes, le bilan reste quand même mathématiquement en votre faveur, positif, malgré toute la douleur que ça représente. Tu continues le combat. Ouais. C'est quoi? C'est de la vengeance? C'est de la froideur? Je sais pas, peut-être à force, hein, tu perds peut-être un peu d'humanité, tu vois, vis-à-vis du combat en lui-même, je pense. Après, c'est le fait de me dire, voilà, j'ai perdu des très bons amis, tu vois. J'ai perdu mon chef de section, lui c'est un gars qui m'a aidé à traverser la frontière quand j'avais pas de passeport. Tu vois, c'est un mec qui était avec moi depuis le début, c'est un mec qui, quand moi je suis parti dans un bataillon, au bout de 2 mois et demi, il a traversé toute l'Ukraine pour aller me récupérer. En disant putain, finalement le petit français, je pense qu'il a pété son contrat, il est rentré en France, il est venu, il avait les larmes aux yeux, il m'a dit putain t'es encore là, allez viens avec moi, arrête tes conneries. Du coup, il est parti avec moi, on a été avec lui, on partait toujours en tête, tous les deux. Et on a fait des missions, on est parti, tu vois, style prendre une bagnole. Et puis il y a peut-être pendant l'offensive, il y a peut-être des mines en face, il y a peut-être des mecs, vas-y viens on va checker tous les deux, on part comme ça. Puis on partait comme ça, c'était vraiment comme un second père, tu vois, ou un oncle, parce qu'il était plus âgé que moi.
Et ouais, ça fait chier. Hein. Franchement, ça fait chier après de se dire vas-y, est-ce que je pars, est-ce que j'arrête? Bon, c'est quoi le but? C'est quoi ils sont morts pourquoi si je me casse? Tu vois, c'est ça. Tu continues? Ouais, il n'y a pas de. Je pense honnêtement, pour l'instant, je suis pas saoulé de la chose. Tu vois, et je pense que je suis parti dans un optique, je vais jusqu'au bout. Voilà, ça fait chier d'abandonner. Tu es optimiste, tu vois la montée en puissance. Est-ce que tu perçois une amélioration de l'efficacité opérationnelle de l'armée ukrainienne? Clairement. Au début, c'était brouillon, il y avait pas mal de désorganisation. Là, maintenant, ils sont en train de. Surtout avec les formations que les Ukrainiens ils ont reçues, le support qu'on a et puis l'expérience. Hein. L'expérience, c'est un truc, c'est la meilleure des écoles. Mais donc, en face, l'expérience, elle croît aussi du côté russe? Ouais, forcément. Hein. Mais je pense qu'il y a les Ukrainiens, ils sont adeptes du. Voilà, ils ont pas commencé la guerre, mais ils ont commencé à subir cette agression. Ils n'avaient pas vraiment de matos. C'était un peu à l'arrache. Ils se sont un peu fait rouler dessus au début de la guerre. Voilà, clairement, hein, quand il y a eu l'effet de surprise, tout ça. Et puis les Russes avaient mis le paquet aussi. Hein. Et du coup, ils se sont adaptés et ils sont vraiment adeptes du si on n'a pas grand-chose, on va faire avec les moyens du bord. Et du coup, quand on commence à leur donner les moyens, ils disent ah putain, ils ont un niveau de créativité qui est complètement fou. Tu as des exemples? Ah ouais, ils ont rien que l'histoire avec les drones, hein, tu vois, ça a commencé à se créer. Après, on a eu des retours où les mecs, ils ont réussi à piéger des Russes dans des embuscades, à mettre ce qu'on appelle des postes de déception. Les Russes, ils tombent dans le piège. Voilà, il y a plein de. Bon, après, il y a d'autres trucs où je peux pas parler. Ouais, dommage. Non, on écrira un livre l'année prochaine. Après la victoire. Ils ont un niveau d'innovation qui est fou, quoi. Qui est fou. Genre, ça continue. Ouais, ça continue. De ce côté-là. Donc il y a plus de matos, mais en plus, ils continuent à être innovants, c'est ça? Ouais, du coup, c'est. Il y a quoi comme matos qui manque? Toi, il y a un truc, allez, les obus bonus, il y a quelque chose, tu te dis, ça ferait la différence? Après, moi, tu sais, là, l'émission que je fais, c'est très terre-à-terre, très infanterie, donc. Des gilets pare-balles plus efficaces? Tu vois, moi par exemple, j'en porte pas, donc je veux dire le gilet pare-balles. T'as pas de gilet pare-balles? Là, ils ont. Non, pourtant je suis venu en Ukraine avec j'avais acheté des plaques niveau 4. Pourquoi t'en as pas? Voilà, et. Je sais pas, au bout d'un moment, je sais pas, peut-être t'es saoulé de tout et tu te dis vas-y, nique. De toute façon, si tu dois la prendre, tu vas la prendre. Donc voilà, c'est bon, ça fait. Et c'est pour être plus léger? Oh, c'est parce que c'est. Ouais, un peu plus. Ouais, on pourrait dire ça pour rester raisonnable. Tu te sens plus efficace? Ouais, voilà, sans. Et puis, t'es pas fou et non, et sans voilà, du danger. Là maintenant, si je me mettais à mettre un porte-plaque, mes mecs ils diraient putain, là on va dans la sauce parce que lui il commence à mettre un porte-plaque, là on va vraiment dans la sauce. Il y a combien d'hommes dans ton unité? Approximatif, 8 ou 20? Ouais, on tourne autour de la quinzaine, vingtaine. Voilà. Quinzaine, vingtaine? Ouais, on tourne. Toutes les nationalités? Ouais, il y a un peu de tout. Ouais. Il y a quand même un Ukrainien avec toi qui chapeaute? Ouais, il fait la communication. Après, moi, j'ai la chance d'avoir des mecs qui. J'ai quelques Polonais, donc ça se ressemble à l'ukrainien, ça se comprend. Et puis, j'ai aussi un autre mec qui vient d'un autre pays où ça parle russe. Du coup, ça aide aussi. Donc, au final, la communication. Et puis, même quand tu bosses, moi, je bosse toujours avec la même équipe. Oui. Et du coup, au final, eux, ils apprennent un peu l'anglais. Nous, on apprend quelques mots en russe, en ukrainien. Et au final, quand on est sur le champ de bataille, le fait de bosser avec toujours les mêmes mecs, t'as quasiment plus besoin de parler. Tu vois, genre, et là, on est dans les environs de Bakhmout. Petite alarme qui commence. Dans les environs de Bakhmout, tu sens que ça pousse parce que les Russes ont fini par avancer. Wagner est parti. Là, quand on regarde les infos, on a l'impression que ça repart un peu dans l'autre sens. Toi, sur le terrain, ça change rien, c'est de l'assaut, on me dit, écoute, voilà, là, il y a la position là, tu te sens capable de la prendre, t'y vas. Bon, ok, j'y vais. Et puis, il y a des fois tu dis non? Ouais, ça m'est arrivé depuis que j'ai repris les commandes de l'équipe, ça m'est arrivé 2 fois. Après, je dis pas non au niveau du briefing, parce que j'ai besoin de vraiment. Je sais qu'il y a une différence entre le briefing et la réalité du terrain, et j'ai pas envie de dire non, de passer entre guillemets pour un. J'ai une certaine fierté à la con. Du coup, j'ai pas envie de dire non en étant au briefing. Si je sens que le truc potentiellement c'est possible. Je garde la même tradition que j'avais avec mon chef de section, on va sur le terrain, on tâte le truc, on renifle un peu, voir il y a un coup de main à faire, c'est possible, c'est pas possible. Et après, je dis non, quitte à me faire entre guillemets tirer les oreilles. Mais de toute façon, j'explique le truc. On a l'habitude de dire que
Comment je pourrais traduire ça On n'accepte pas les missions suicides, quoi. Non, mais la prudence reproche, tu vois, et puis quand tu fais des trucs inconscients, ça t'accuse. Ouais. Donc à la limite, je préfère avoir des reproches, de me dire putain, tu te rends pas compte, t'as pas poussé, t'as fait tout le travail pour aller sur zone, et au final, tu te replies comme ça. Ouais, c'est vrai, je me replie, mais j'ai pas de blessés, j'ai pas de morts. Voilà. Donc à la limite, j'ai une équipe opérationnelle pour la prochaine mission. Il y a une intelligence qu'en face, les Russes, tu te serais fait fusiller si t'avais reculé. Ouais, je pense clairement. Hein, clairement. Et puis même, hein, je pense que j'aurais été emmerdé. On a quand même un statut particulier de privilégié en étant étranger. C'est qu'on peut se permettre de dire non sans trop de conséquences. Voilà, si on dit non intelligemment, hein, bien sûr. Ouais. Pas si on dit non, on te dit, bon bah voilà, demain t'es déployé sur le front. Ah ouais, non, je préfère rester sur les bases arrière parce que ça me plaît. Voilà. Donc, et toi, tu passes du temps dans les tranchées ou c'est vraiment des missions de 24-48 heures et pas après non, moi si je passe j'ai passé quelques temps, j'ai fait quelques missions où voilà, au final on restait dans la tranchée avec l'infanterie parce que les mecs, tu sais, quand tu vois que les mecs ils sont pas trop rassurés, de toute façon tu viens combattre avec eux, donc ça te coûte quoi de rester avec eux. Voilà, on passe la nuit avec eux, les mecs ils se sentent mieux, ils ont un bon moral. Ils se disent putain, il y a les FS, ils sont là avec nous, si ça barde, on a eu des accrochages, les mecs ils se cachent un peu, et puis ils voient qu'on n'hésite pas à riposter comme des furieux, ils ripostent avec nous, et puis au final c'est bien aussi pour notre bataillon, parce que les mecs ils entendent parler du bataillon, ils se disent ah ouais putain non, ces mecs là ils combattent, du coup il n'y a pas de souci, on leur fait confiance, même si c'est des étrangers, il y a une bonne confiance, on sait que si on va sur le terrain avec eux, ça va bien se passer. Donc non, je pense que c'est toujours bien. Et puis bon, même si on se dit ah ouais, on est français, on est polonais, on est machin, on est truc, c'est comme quand tu prends des mecs qui arrivent dans la Légion étrangère. T'as un pays d'origine. Maintenant après, moi quand on me dit ah ouais, tu combats avec une unité française, machin, non, c'est une unité ukrainienne. Parce que la Légion internationale, c'est une unité ukrainienne. Voilà. Tu te bats pour l'Ukraine, pour des valeurs? Ouais, je me bats absolument pas pour les intérêts français, clairement. Tout en restant patriote? J'aime mon pays d'origine, voilà. Maintenant, je ne me suis pas engagé pour aider la France à combattre les Russes. Je me suis engagé pour aider l'Ukraine à combattre les Russes, point barre. C'est pour ça que je reçois des ordres de l'état-major ukrainien. Si demain, par exemple, l'état-major français viendrait à me poser des questions, à me donner des trucs, je dirais non, on va te faire foutre, mec. Je suis désolé, mais j'ai pas signé un contrat avec toi, tu vois. J'ai signé un contrat avec l'armée ukrainienne, avec le gouvernement ukrainien. C'est à eux que je dois ma fidélité pour l'instant. Voilà, et puis de toute façon, de là, ce qu'il y a une guerre entre la France et l'Ukraine, je pense qu'il n'y aurait que des rêveurs qui rêvent de certaines choses qui pourraient penser ça. Sinon, non, j'ai aucun. Il n'y a pas d'ambiguïté. Non, t'es pas un mercenaire de l'OTAN ou de la France. Oui, non. On va le dire clairement pour les gens. T'es pas un nazi non plus, on va poser la question. Non plus, non. Les nazis. Voilà, je t'ai dit ce que j'en pensais. Voilà, ouais. Pour moi, les pro-nazis, les pro-communistes, pour moi, ça va dans le même sac. Les pro-anarchistes, là, les rigolos de kermesse. Non, ça m'intéresse pas tout ça, c'est pas ma cam. Flash, un grand merci, on va continuer à te suivre. Ouais. Tu nous enverras. Attention, il nous envoie des infos. Il nous envoie des infos de première main, c'est aussi pour ça qu'on sait des choses, parce qu'il y a des gens comme lui. Si tu as besoin d'équipement, tu te souviens qu'il y a la cagnotte dédiée aux Français. Ouais. Aujourd'hui, tu m'as dit, j'ai besoin de rien, Xavier, tes drones, tu peux les donner à ton unité. Parce qu'on s'est bien servi sur Wagner, voilà. C'est donc, vrai ouais. Moi, je me suis équipé de vision nocturne, caméra thermique, une paire de jumelles thermiques aussi. Honnêtement, les mecs étaient, comme on pourrait dire, ils étaient gras. Voilà, donc, Wagner Ouais. Sérieux? Ouais, du coup, ça fait du bien. Ah bah, bravo. Moi, j'ai récupéré une PVS 14 au phosphore blanc, tu vois, c'est un truc qui vaut 4200 ou 4800 €. Ouais. Un cadeau bénéf. Voilà, mais attends, c'est du matos, c'est de même qualité que nous, parce que du coup tu peux comparer la valeur efficace. C'est même mieux que certaines visions nocturnes que j'avais reçues par le passé. D'accord. Made in Russia? Non, c'est Made in America. Ah, c'est des trucs. Oh, bah tu vois, Wagner, c'est des trucs. De toute façon, ils sont pas gênés. Okay. Moi, j'ai énormément de trophées russes. Parce que les trophées russes, les gens qui ont pu tester des optiques russes, ils me disent, franchement. Ouais. C'est moyen. Là, donc, c'est parce que c'est du bon matos américain. Non, c'est du matos de chez AGM. Là. Ok. C'est du bon matos. Même Ike Micro. C'est une compagnie qui fait que de la thermique, viseur thermique, caméra thermique. J'ai récupéré une caméra thermique à la main, là, une monoculaire. C'est un truc qui vaut quasiment 3000 €. Gratos, voilà. Donc, c'est bien. Tu vois, ça me fait quasiment. Au total, j'ai récupéré un peu plus de 16 000 € d'équipement. Mais quand tu avais poussé du côté dans le nord, vers Kupiansk, là aussi, tu étais tombé sur des
Non, c'était du matos. J'ai récupéré pas mal de souvenirs. Voilà. Après, matos. Ouais, c'est peut-être pas exploitable pour toi, mais il y avait des stocks de munitions. Il y a pas Voilà, mal de après, il y a choses. des trucs qu'on a donnés aux Ukrainiens qui poussent avec nous, type les viseurs nocturnes, type, tu vois, nous dans l'armée française, on utilise des OB70, OB50. Ce genre de truc, nous on a donné aux mecs de la Reco qui étaient avec nous, on leur a dit bon les gars on combat ensemble et on n'utilise pas donc c'est cadeau. Ouais. Et puis c'est pas vraiment pour toi mais c'est pour les mecs qui bossent avec toi. Si les mecs qui bossent avec toi ils montent en gamme, Bien sûr, ça t'améliore aussi. tout le monde monte en gamme quoi, c'est Et un travail d'équipe. bon, parlant de monter en gamme, t'as volé des blindés aussi? Enfin, volé. Non, on a récupéré des blindés. Après on a donné, c'est récupéré par les Mais Ukrainiens. en état de marche? Ouais. Donc Qui- vous avez vraiment capturé, tu fais partie des équipes qui ont capturé des Ouais, chars, c'est quoi? on a récupéré 2 T72, on a récupéré un MTLB, donc c'est un espèce de BMP mais sans tourelle, tu vois, pour Ouais. transporter. Transport de troupes blindés, ouais. Ouais, ça sert aussi pour le remorquage, hein, et puis un BMP1, un BMP2, Ah, et donc, tout en état de vraiment pas de dégâts dessus, le diesel plein, l'armement plein. Les gars s'étaient enfuis? Ouais, les mecs avaient juste foutu le camp. Ah, ils ont vu le drapeau français, ils ont fait merde. On Ouais, abandonne. non, j'ai pas de drapeau français. Ah si, il est là, il est de basse Ouais, visibilité. en T'as basse, Napoléon maintenant, Ouais, mais après je porte les couleurs ukrainiennes, voilà. c'est bien. Donc ça c'est parce que c'est autorisé, voilà, comme ça, mais non, quand je combats, de toute façon, c'est pas... Après tant mieux, hein, je veux dire, le jour où j'y passe et puis ils récupèrent un drapeau français sur le corps, ils pourront dire « Ah putain, vous avez vu, c'est un mercenaire de l'OTAN Ouais, bien sûr. c'est bien, ça leur fera plaisir. Bon, ça t'arrivera pas. Euh, Ça- après on verra bien, mais ouais, j'espère pas. Non, Honnêtement, on attend, j'espère pas, mais bon. on attend d'avoir des nouvelles de ta part régulièrement. Après c'est comme ça, hein. Tu sais quand t'as perdu pas mal j'ai perdu pas mal de copains qui étaient d'étrangers ou même des Ukrainiens. Tu te dis au final bon, t'as quasiment plus de stress par rapport à ça, t'as plus d'ambiguïté, tu te dis juste écoute, pense pas à ça parce que de toute façon si tu dois y passer, tu vas y passer. Et puis nique, hein, vas-y, hein, fais ton taf et puis. T'as intégré cette option, Ah ouais, et complètement. tu fais ce qu'il faut pour qu'elle soit peu probable, mais Ouais, honnêtement, c'est accepté. Au début de la guerre, je me disais putain, est-ce que je laisse une lettre pour ma famille si jamais j'y passe, machin. Après, je me suis dit vas-y, réfléchir à ça, ça sert à rien parce que tu t'y changeras rien, tu vois. Donc, boule de feu en avant et puis voilà. Bon, tu fais le bon boulot, tu sauves des gens, c'est ça le principal. On essaye, hein. Ouais. Lâche. Un grand merci, Bon, bravo à de toi. rien. On se tiendra au courant. Les Ouais, amis, ouais. il ne peut pas se retourner, c'est un mec Non. bien. Merci Ouais, à toi, c'est bravo pas- pour ce que vous faites. Je vais mettre en commentaire cette vidéo quand même le lien vers la cagnotte. On sait jamais, c'est peut-être pas pour toi cette fois-ci, mais si dans Ouais, quelques ouais. mois tu as besoin de matos, c'est une cagnotte gérée par les militaires eux-mêmes qui l'orientent en fonction de leurs besoins. C'est pas comme la cagnotte pour les civils. Là c'est moi qui la gère, là c'est vraiment la cagnotte militaire. Et puis voilà, on se tiendra au courant. Et puis vous voyez, on a plein de valeureux français. Moi, j'estime qu'il y en a entre 50 et 70, plus les Canadiens, les Belges, les Suisses, les francophones, un Tunisien également que j'ai vu. Et on a plein de copains ici. Ouais, il y en a quelques-uns. Merci à toi. Ouais.